le Toulouse Football Club, alias le TFC. C'est un club historique du championnat de France avec une histoire européenne. Mais lorsque j'ai réalisé ma vidéo sur Robert Pintona, le meilleur buteur de l'histoire du club, vidéo d'ailleurs que je t'invite à aller voir si tu l'as pas encore vue, il y a un détail qui m'a alerté. Le club a été officiellement fondé en 1970, jusque-là rien d'anormal, mais sur le logo comme sur le site du club, il est indiqué que le club est né en 1937. Alors je me suis dit, pourquoi un tel écart? C'est ce que nous allons découvrir ensemble en retraçant l'histoire du TFC. À Toulouse, quand on parle de sport, le football n'est pas le premier qui nous vient à l'esprit. En Haute-Garonne, le sport roi est bien le rugby et le non moins célèbre Stade Toulousain. Créé en 1907 et champion de France dès 1912. Mais le football y a quand même sa place, et on retrouve des traces de certains matchs de football avant la Première Guerre mondiale avec des clubs tels que le Stade Olympique des étudiants toulousains qui parviennent même à se hisser dans les phases finales du championnat de France, à l'époque organisé par l'Union des Sociétés Françaises des Sports Athlétiques, le prédécesseur de la Fédération Française de Football. Mais tout ça n'est pas encore véritablement structuré, surtout pour une ville de la taille de Toulouse, et un club professionnel va enfin voir le jour en 1937, le Toulouse Football Club. C'est sous l'impulsion de Georges Bayrou, président du FC7, et d'un certain Monsieur Loriol, président de la Ligue du Midi, que le Toulouse Football Club voit le jour, le 20 mars 1937, et affilié à la FFF sous le numéro 11093. L'objectif était alors de créer un grand club de football dans la région du Midi. Un certain nombre de joueurs du FC7 vont alors y signer, et se parer de leur nouvelle tunique qui ne sera pas violette, mais bien rouge et blanche, les couleurs du Toulouse Football Club. Et l'on ne s'arrête pas là, et l'on débute en même temps la construction d'un stade, le Stadium Municipal. Le club évolue alors à ses débuts en 2e division et termine le championnat à la seconde place au cours de l'exercice 1938-1939. Mais lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, le football français va se modifier profondément. Le nord et la côte ouest de la France est une zone occupée, au contraire de Toulouse qui se situe en zone libre, ce qui va permettre au TFC d'attirer un certain nombre de bons joueurs, dont certains à l'expérience internationale en provenance des clubs situés dans la zone occupée, comme Raoul Diane ou Mario Zatelli. Lorsqu'à la Libération les championnats nationaux recommencent en l'état d'avant-guerre, certains joueurs exilés en terre toulousaine vont rester. Et c'est ainsi que, fort d'une équipe aux joueurs expérimentés, le TFC va survoler la 2e division et se hisser pour la première fois de son histoire dans l'élite du football français. Mais cette joie sera de courte durée pour le TFC. L'intersaison 1947 verra les joueurs majeurs qui lui ont permis sa montée quitter le club, qui va alors stagner, puis faire l'ascenseur entre la D1 et la D2 jusqu'à 1953, où une arrivée majeure va changer la face du club, celle de Jules Bigot. Grand joueur des années 30, notamment à Lille, il remporte le championnat de France et la Coupe de France par 2 fois. Et s'il brille sur le terrain grâce à ses qualités de finisseur, il se distingue aussi grandement en tant que meneur d'hommes, qui le mèneront dès 1949 à endosser le costume d'entraîneur-joueur au Havre, puis une saison au FC Rouen, avant de migrer au sud et d'entraîner le Toulouse Football Club. L'effet est immédiat, et le club se classe 4e en 1954, puis mène une lutte acharnée la saison suivante avec le Stade de Reims pour le titre, finalement cédé aux Champenois pour 4 petits points. Les saisons suivantes sont moins florissantes et le Toulouse Football Club va demeurer dans le milieu de tableau. Une 7e place en 1956, puis une 8e en 1957. Mais ce n'est pas en championnat que le club va se distinguer cette saison-là, mais en Coupe de France. Au terme d'un parcours que l'on pourrait presque qualifier de chaotique tant il fut difficile, les rouges et blancs éliminent les amateurs de l'US Blanzy Montceau-les-Mines dans la douleur et sous la neige, puis durent ensuite se confronter à des matchs d'appui pour éliminer successivement le RC Lens 16e, puis Grenoble en 8e de finale. En quart, ils éliminent le tenant du titre Sedan, au terme d'un scénario que l'on pourrait qualifier d'Hitchcockien. Mené tout le match, Eduardo Di Loreto égalise à la dernière seconde d'un coup de tête rageur, provoquant le malaise de son entraîneur Jules Bigot qui sera évacué sur civière jusque dans les vestiaires. En prolongation, les Toulousains inscrivent de nouveaux buts et s'imposent au final 3-2. Ils éliminent ensuite l'OGC Nice, champion de France en titre et favori du tournoi d'une courte marge 3-2. Là encore, le scénario du match est fou. Mené au score 2-0 en début de 2e mi-temps, l'OGC Nice rattrape son retard en 9 minutes. Mais la magie est toulousaine dans cette compétition. Et le milieu Robert Bocchi va décocher une frappe croisée de 25 mètres qui va lober le gardien niçois dans les derniers instants et envoyer Toulouse en finale. De football oppose le FC Toulouse, le maillot blanc, au SCO d'Angers. 45 000 personnes et le président de la République voient ce centre de Tison arrêté par Roussel à Colombe. Et les Toulousains repartent par Brahimi. Il dribble une fois, 2 fois, 3 fois, puis 4 fois, et centre en retrait sur De Reudre, qui marque un but splendide à la 10e minute.
Devant les 43 000 spectateurs amassés dans le stade Yves du Manoir de Colombes, Toulouse ne laisse aucune chance à son adversaire du jour, le SCO d'Angers. Au bout de 28 minutes de jeu, les rouges et blancs mènent déjà 3-0, pour un score final 6-3, lorsque la presse va qualifier d'un match à la hongroise tant ce fut un festival offensif, et le Toulouse Football Club va écrire la première grande page de son histoire. 20 ans après la création du club dans une salle de la place des Archives du Capitole, le pari de Monsieur Loriol est réussi, et Toulouse fait désormais partie de l'élite du football français. Les années passent et Toulouse fait partie alors des clubs sur lesquels compter dans le championnat de France sans toutefois rayonner parmi les premières places dominées par le grand stade de Reims. Et en 1961, un événement majeur va venir modifier le cours de l'histoire du club, un changement de présidence avec l'arrivée d'un entrepreneur local, Jean-Baptiste Doumingue. Très engagé dans la résistance et membre du Parti communiste français, il a fait fortune dans les années 50 dans l'agroalimentaire, d'abord avec le commerce de pommes de terre, puis ensuite de céréales, de lait et d'élevage bovin, faisant de lui un des hommes les plus influents et puissants de l'industrie agroalimentaire mondiale. On raconte même qu'il gérait lui-même les relations commerciales entre la France et l'URSS. Mais retournons au football. L'ambition de celui que l'on surnomme le milliardaire rouge est claire, faire du Toulouse Football Club un champion de France. Et d'un point de vue sportif, les résultats sont plutôt à la hauteur des ambitions, avec une 4e place à l'issue de la saison 65-66, permettant au club de disputer la Coupe des Villes de Foire, l'ancêtre de la Ligue Europa actuelle. Mais en interne, la situation économique du club soulève de grandes inquiétudes. Parce qu'il faut comprendre que si aujourd'hui l'économie du football est structurellement déficitaire, c'est déjà le cas dans les années 60. En fait, le football est à cette époque un levier de propagande et de publicité pour une ville ou une région, et celui-ci est assez largement subventionné par les fonds publics des municipalités. On est alors en 1967, et à Toulouse, le maire Louis Bazerque n'est pas très motivé à l'idée de subventionner le TFC, ce qui va créer un conflit important avec le président Doumingue, qui juge injuste cette différence de traitement. Le milliardaire rouge va alors imposer un ultimatum à la mairie. Soit le club obtient une aide financière de la municipalité, soit le club fusionne avec le Red Star qui évolue alors en D2, et pour qui la mairie, sous pavillon communiste et proche de Doumingue, a déjà annoncé verser une subvention au club, mais aussi mettre à disposition le Stade Bauer de Saint-Ouen et une quinzaine d'appartements de fonction pour les joueurs. Cette fusion peut paraître étonnante parce qu'il y a quand même 600 km d'écart entre les deux villes, mais cela s'est déjà présenté un an plus tôt entre le Racing Paris et l'Union Athlétique Sedan. Finalement, la ville de Toulouse ne va pas céder, déclarant que le football doit résoudre ses problèmes lui-même, et du coup, Doumingue va acter cette fusion, passant du bluff à la réalité. La saison 1967-1968 du championnat de France débute donc avec le Red Star en lieu et place du Toulouse FC, absorbé par le club de Saint-Ouen et avec un certain nombre de joueurs rouges et blancs dans son effectif. La ville de Toulouse se retrouve alors orpheline de tout club de football professionnel, jusqu'à l'intersaison 1970 et la fondation de l'Union Sportive de Toulouse, dont le maillot se pare de rouge et de jaune, et affilié à la FFF sous le numéro 524-391. Le club va profiter de la réforme des divisions pour intégrer directement la 2e division, mais peine à y performer. La municipalité refusant toujours de s'impliquer dans le développement du club, et cela se ressent dans les performances sportives. La mairie va finalement céder et répondre favorablement à la requête que Jean-Baptiste Doumingue avait émise 11 ans plus tôt. Grâce à l'aide de la municipalité, les finances du club s'améliorent et à l'été 79, le club adopte le nom Toulouse Football Club, se pare de violet et effectue un recrutement important lui permettant 3 ans plus tard d'accéder pour la première fois en première division. C'est le début du TFC moderne. Et Toulouse gagne la 106e Coupe de France. À l'issue de la rencontre, vous serez des héros. Et on vous devra le fait d'avoir laissé le club en Ligue 1. C'est terminé. Pour la première fois de son histoire, le TFC bat Liverpool. Si d'un point de vue purement administratif, on distingue deux TFC, l'un fondé en 1937 et absorbé par le Red Star en 1967, et l'autre fondé en 1970, on peut tout aussi admettre la position du club aujourd'hui de ne considérer qu'un seul club avec une sorte de pause de 3 ans. Parce que oui, le TFC arbore sur son logo l'année 1937, tout comme il fait remonter la chronologie de l'histoire du club à cette date sur son site. Chacun se fera sa propre idée sur la question, mais il est indéniable que cette continuité revendiquée par le club s'inscrit dans une volonté de renforcer son identité et son héritage. Après tout, le football est autant une affaire de présent que de mémoire, et ancrer le TFC dans une histoire plus longue, celle qui débute en 1937, permet d'affirmer que Toulouse est aussi une ville de football. En tout cas, cette fusion puis cette renaissance fait partie intégrante de l'histoire du club, et je terminerai cette vidéo par les mots de Didier Pitor, archiviste bénévole du club, comme le phénix, on renaît de nos cendres, à l'image du slogan actuel, debout toujours.